de juillet. Alors, comme tous les ans, ça devient une habitude maintenant, on a un temps de rencontre et d'échange avec le colloque de Cerisy. On est toujours vraiment ravis d'accueillir le colloque et de vous accueillir pour Cerisy. Voilà, Edith a toujours une proposition à nous faire pour que le colloque de Cerisy puisse un peu s'ouvrir sur Saint-Lô, et vraiment on les accueille avec plaisir. Il y a un petit mot, Edith? Oui, merci Pascal, et on est très heureux de venir une fois encore à être accueillis dans cette belle salle. Et puis au-delà du colloque, c'est une première parce que nous ouvrons avec vous, c'est un apéritif. Nous ouvrons avec vous un colloque sur les best-sellers, c'est-à-dire les participants du colloque, ils viennent d'arriver en train ou en voiture, sont venus directement ici, assistent à cet apéritif, et puis ensuite vont à Cerisy passer une semaine sur les best-sellers. Et on a fait ça pour deux raisons. D'abord, notre première idée cette année, c'était Ségalen. On voulait faire venir un auteur qui avait écrit un livre sur Ségalen, et tout était organisé, puis on n'a pas trouvé la date. Et donc, on a dit, best-seller, Michel Bussy. Michel Bussy a dit, d'accord, mais pas après le 24. J'ai dit, le colloque, il commence le 23 au soir. La médiathèque est fermée lundi. Oh oui, la médiathèque en ce moment est fermée pour travaux, comme vous avez pu le constater. Et même donc, si on a ouvert une bibliothèque. Néanmoins, et on s'est dit, est-ce que le fin juillet, c'est une bonne date, etc. Et puis finalement, vous voyez, on l'a fait, hein, on a décidé avec Pascal, et puis ça s'est fait. Et on est très heureux de vous trouver aussi nombreux. Et j'en profite pour dire, j'avais le programme, mais vous le trouverez sur Internet. Il y a vendredi après-midi, à Cerisy, une table ronde sur... alors, quel est le titre, Sylvie? Que font les best-sellers aux bibliothèques et à la bibliothèque. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir. Cerisy, c'est ouvert. Hein, donc c'est bien de venir quand vous êtes à Saint-Lô, mais si un jour vous pouvez venir à Cerisy aussi, c'est pas mal. Le cadre est pas mal, on est bien reçu. Donc Michel, merci quand même d'avoir accepté on se bagarre avec Alexandre pour savoir qui a obtenu qu'il vienne. À vrai dire, c'est moi. Comme ça, va mettre tout le monde. Voilà, absolument. Et donc, moi j'ai connu Michel Bussy, géographe. Il a dirigé un colloque à Cerisy, hein, qui n'était pas un best-seller d'ailleurs. André Siegfried, quand même, on a entendu quand même. Et sur le tableau des régions de France d'André Siegfried. Et André Siegfried avait été accueilli par mon grand-père à Pontigny en 1926. Donc vous voyez, on est aussi dans une logique. Et puis il a aussi participé au colloque de 2015 sur la région dont le titre est de l'identité à la citoyenneté, et qui était au moment de la réunification de la Normandie. Donc moi j'ai connu Michel Bussy, géographe, je l'ai connu aussi en lisant ses livres, mais maintenant voilà, on l'écoute comme best-seller, c'est un peu impressionnant. Mais bon. Merci Edith. On va aller s'installer pour nous. On va laisser Olivier Bessarbanti faire l'introduction, puisqu'il est un des directeurs du colloque. Je pense que ça va. Donc je serai très très bref. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. Merci mille fois à Michel Bussy d'avoir eu l'amabilité effectivement de faire le déplacement juste avant de partir en vacances. Nous sommes donc très heureux d'être accueillis à Cerisy dans un instant et tout de suite à Saint-Lô. Grand merci aussi à Éditeur Bou qui, depuis le début, a montré de l'enthousiasme, un grand intérêt pour toutes ces réflexions sur les best-sellers qui vont donc nous occuper pendant toute la semaine. Vous serez, Éditeur Bon l'a dit, tout à fait les bienvenus pour suivre ces débats si vous le souhaitez. Commencer avec Michel Bussy, c'est une chance exceptionnelle puisque de toute façon, nous n'avions que très peu de choix entre Marc Lévy, Guillaume Musso ou Michel Bussy. Et l'homme qui monte, c'est Michel Bussy. Marc Lévy, on peut le dire entre nous,
il est déjà sur une pente, disons, légèrement déclinante. C'est ce que vous lui direz en visio. Pas du tout. Nous lui dirons aussi que nous sommes absolument ravis, mais de fait, il s'est déjà expatrié à New York, il n'est pas resté ou à Rouen ou dans une autre belle ville. Et donc, non, pour être sérieux un instant, nous vous remercions du fond du cœur, parce qu'en plus, voilà, je pense que vous avez une manière de comprendre ce qui vous arrive et ce qu'est ce succès qui est le vôtre. Et c'est donc évidemment le point sur lequel nous brûlons de vous entendre. Donc je vous passe la parole. Les gens ne sont pas venus pour nous entendre nous, mais vous. Donc je vous remercie mille fois, Michel Bussy, de nous dire, voilà, comment vous vivez cette aventure. Je vais commencer d'abord, je vais remercier moi aussi à un certain nombre de personnes. D'abord, je suis très content de revenir à Saint-Lô, puisque j'étais déjà venu à cette médiathèque il y a 10 ans, 10 ans pile. Et donc, en ce temps-là, je vendais déjà des livres, mais c'était le tout début. Et donc, ce n'était pas encore des best-sellers. Alors, je ne sais pas si on peut parler de best-sellers régionaux. En tout cas, on les avait déjà repérés. Voilà, donc c'était... et effectivement, je connaissais bien Saint-Lô, notamment, parce que j'étais pendant très longtemps chroniqueur à Normandie Magazine, depuis pendant au moins 20 ans, 25 ans. Et donc, Normandie Magazine étant à Saint-Lô, j'y suis venu de temps en temps, notamment pour voir ces locaux-là. Et puis évidemment, Cerisy. Alors c'est vrai qu'on m'a contacté pour faire participer à un colloque à Cerisy sur les best-sellers. C'était très difficile pour moi de refuser, dans le sens où Cerisy, comme l'a rappelé Élie, qui suis venu au moins 4-5 fois, a des titres divers, et c'est un lieu qu'évidemment j'apprécie beaucoup et que je soutiens beaucoup, et quand j'étais à l'université, je soutenais beaucoup. Et évidemment, un travail universitaire de recherche, étant moi-même chercheur et universitaire sur les best-sellers, ça m'intéressait d'autant plus. Devenir une sorte d'objet d'étude, c'est quand même assez une expérience intéressante. Et du coup, même si je partais en vacances demain, je me suis dit, tant pis, je vais essayer. Alors, bon, je vous remercie parce que vous avez joué le jeu de dire, je peux me commenter, entre guillemets, annuler jusqu'au dernier moment, parce que je ne savais pas encore complètement, à l'époque où j'ai dit oui, toutes les certitudes sur mon emploi du temps. Enfin, là, voilà. Donc c'est parfait, je suis là, et on va pouvoir discuter, même si je suis frustré, parce qu'en lisant évidemment le programme du colloque, j'aurais très très envie d'assister et de m'installer à Cerisy, de parler avec tous ces intervenants. Donc voilà. Alors maintenant, que dire sur les best-sellers? Moi j'attends qu'on me pose quand même des questions, parce que pour le coup c'est pas forcément évident de faire un long monologue sur un peu pro-domo sur ce qui m'arrive. Je vais essayer de dire 2-3 choses comme ça un petit peu en vrac, et puis après je répondrai à des questions sur cette question étrange des best-sellers. Que dire, je n'ai pas à raconter ma vie, parce que c'est évident que quand on commence à écrire, comme moi, alors j'ai toujours eu envie d'écrire, c'est une passion que j'avais, mais comme des tas de gens en France, je crois qu'il y a une personne sur 3 qui a envie d'écrire un roman, je crois, enfin dans les statistiques, donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup de gens, qui plus est, quand on se retrouve prof, bon, ça doit être pas 90% des profs qui, je pense, doivent avoir envie d'écrire un roman un jour. Donc j'étais comme tous ces gens-là qui rêvaient d'écrire un roman, qui avaient cette envie-là. Je l'ai écrit un jour, aucun éditeur n'en a voulu, je l'ai rangé dans un tiroir, j'ai continué d'être prof, universitaire, etc. Et puis une occasion particulière à travers le centenaire d'Arsène Lupin qui a fait que j'ai écrit un petit roman Code Lupin sur Arsène Lupin, qui était une idée originale, et puis ça s'est bien vendu. Et du coup, j'ai ressorti mon vieux roman, qui lui-même a eu quelques prix, et puis voilà, c'est parti comme ça. Je ne voudrais pas dire par hasard, parce que je ne sais pas ce que diraient d'autres auteurs, entre guillemets, de best-sellers. Je pense que c'est assez variable. Peut-être certains diront qu'il y a eu un hasard complet, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout prémédité de devenir romancier, etc. Moi, je sais que depuis tout petit, il y a toujours eu cette envie. Il y a toujours eu très clairement cette idée que c'était ça, plus que ma passion, ma vie. Après, il y a le métier, enfin, il y a tout, voilà. Mais quelque part, il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui rêvent d'être musiciens, de faire le tour du monde. Je savais que écrire des romans et partager un imaginaire, c'est ça qui, quelque part, j'étais là pour ça, quoi. Après, il faut écrire un roman, trouver un éditeur, et puis voilà, je pense qu'il y a des gens qui pensent comme moi qu'ils sont là pour ça et puis qu'ils ne seront jamais publiés. En tout cas, moi, il y avait quand même cette petite certitude au fond de moi. Et puis, c'est quand même une certitude qu'on chasse en permanence en disant « Mais pourquoi, toi, tu écrirais des best-sellers ?»
enfin, d'ailleurs on pense pas à des versions, pourquoi tu écrirais des romans, pourquoi ces romans trouveraient-ils un public, et puis tu feras comme tout le monde, tu écriras des romans qui seront lus par 300 personnes, et il y a bien plus important, ta famille, ton métier, etc. quoi. Donc, mais il y a quand même, en tout cas dans mon cas, toujours cette petite certitude qui disait, mais non, les idées d'histoire que tu as dans ta tête, elles méritent non seulement d'être éditées, mais il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un maximum de gens qui les aiment, etc. Donc, il y a quand même cette certitude-là qui pousse, je crois, à écrire un livre et éventuellement à continuer. Après, tant qu'on n'écrit pas et tant qu'on n'est pas lu, c'est quasiment impossible d'aller au-delà de la petite voix qui pousse à écrire. Mais je pense qu'on est incapable de dire est-ce qu'on sait écrire ou pas, et est-ce que ce qu'on écrit est capable de rencontrer un public large ou pas. Ça, c'est quelque chose d'assez étrange. Moi, quand la première fois, j'étais voir mon éditeur, qui était Guy Pessiot, pour lui parler de ce projet sur Arsène Lupin. Il me connaissait comme un universitaire sérieux, qui publiait des choses extrêmement soporifiques. Et il m'a dit, ouais, ok, Arsène Lupin, c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais est-ce que vous êtes sûr de savoir écrire un truc que les gens vont avoir envie de lire, quoi. Je lui ai dit, donc en gros, il m'a dit, écrivez-moi un manuscrit, et puis on verra. Et quand il a reçu ce manuscrit, tout de suite, il l'a publié sous une forme de roman. Donc il a dû se dire, tiens, finalement c'est assez facile à lire, et voilà, en tout cas que les gens vont accrocher tel qu'il l'avait été. Et mon premier roman, Homme à un crime, a eu un peu ce même chose, c'est-à-dire tout de suite, je ne savais pas du tout que j'en vendrais beaucoup, mais en tout cas, les premiers retours étaient à chaque fois, entre guillemets, un peu plus enthousiastes que ce que j'aurais attendu, quoi. C'est-à-dire c'était pas seulement ouais, c'est pas mal, etc. Il y avait à chaque fois des critiques assez positives. Une nouvelle fois, on n'est pas dans le best-seller, mais il y a quand même cette idée que finalement, le roman prend, enfin c'est assez inexplicable, mais vous voyez, quand vous le faites lire à des amis, c'est pas seulement quelque chose où vous dites, ah tiens, tu m'as... Enfin, il y a une espèce de distanciation avec l'ami ou le proche, en disant, ouais, vraiment, notamment des amis qui lisaient beaucoup de romans policiers, là, ce que tu lis, franchement, c'est... voilà, c'est pas parce que c'est toi. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du... ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas écrit, très difficile de savoir si ce qu'on vaut et ce que ça va donner. Donc ça, c'est un premier point. Alors après, sur le fait que ça devienne un best-seller, ça c'est assez étrange. Est-ce qu'il y a un hasard ou pas? Là, je pense qu'il y a des spécialistes qui pourraient mieux parler que moi. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est un pur hasard, c'est-à-dire que si voilà, il y a une boule comme ça magique et puis ça tombe sur moi ou ça tombe sur Marc Lévy ou Guillaume Musso, il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre et j'aurais pu continuer de vendre 20 000 livres par an, voire 3 000, et puis j'aurais été très content comme ça. Et voilà, je ne sais pas s'il y a une forme de hasard qui fait que ça tombe sur quelqu'un à un moment donné, puis après il y a l'emballement médiatique, il y a tout ce qu'on veut. Ou si réellement il y a quelque chose qui se passe entre un public et un livre ou un auteur et que ça devait arriver en quelque sorte, là je n'ai pas la réponse, je n'ai pas les clés, et c'est surtout pas moi qui peux le dire. A posteriori, on peut toujours dire effectivement, expliquer pourquoi tel livre marche, mais au départ, moi j'ai pas la réponse, je ne saurais pas dire si ma trajectoire était écrite. Donc après, oui, il y a des petits événements, il y a Gérard Collard qu'on a parlé, il y a les Maisons de la Presse, bon, il y a la sortie en poche, bon, il y a comme ça des événements qui font que les livres se vendent de plus en plus. Mais voilà, est-ce que c'est une succession de hasard ou pas? Je ne peux pas dire. Voilà, si tel livre avait, je sais pas, si Nymphe et Anne Noire n'avait pas marché, est-ce que c'est le roman d'après qui aurait marché ou pas? Donc voilà, donc là je ne sais pas répondre entre la part de hasard et la part de succès. Après, ce dont moi je suis sûr, au moins pour moi, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup de best-sellers, au moins aujourd'hui, c'est que c'est un travail en grande partie, voire presque uniquement artisanal. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un des points qui m'a le plus surpris aujourd'hui, où entre guillemets, j'écris des best-sellers, c'est qu'on a, je pense, l'impression de l'extérieur que ces best-sellers sont des sortes de machines commerciales, comme le seraient des romans commerciaux, comme le seraient des films commerciaux. C'est-à-dire des espèces de machines où énormément de choses seraient balisées, éventuellement même par une équipe qui déterminerait les thèmes, les choses qu'il faut faire pour plaire, les choses dont il ne faut pas parler pour plaire. Enfin, donc quelque chose qui serait extrêmement formaté, en tout cas, même s'il n'est pas formaté, en tout cas calculé,
parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers assez énormes derrière quand on parle d'un livre qui va se vendre à plus de 500 000 exemplaires. Évidemment, beaucoup de gens ont des plans de travail, etc. Et moi, ce qui me surprend, en tout cas dans ma façon de travailler, ou la façon dont je vois quelques écrivains que je connais qui sont aussi dans ce top, je sais pas, 10 ou 20 des gros vendeurs, c'est que c'est une méthode extrêmement artisanale, extrêmement... Alors, je veux dire, tous ceux que je connais, comme moi, j'écris chez moi, il y a ma fille qui joue à côté, j'ai une idée en venant à Saint-Lô, je la note sur un bout de calepin, je reviens chez moi, là je vais partir en vacances, je vais noter des choses. Enfin, mon éditeur ne sait absolument pas de quoi va parler mon prochain roman. Moi-même, je passe mon temps à avoir des doutes, à raturer, et je suis le seul maître à bord. De temps en temps, je fais dire ça à ma femme ou à des amis qui n'ont rien à voir avec le monde de l'édition et qui vont me dire « Ah ben non, tu devrais peut-être faire ci, faire ça ». Enfin, on est dans l'amateurisme plus pur, on est dans quelque chose qui est complètement artisanal. Et je suis assez persuadé que si on touchait à ce côté artisanal, on casserait quelque chose de l'univers du livre ou d'un écrivain qui ferait que ça ne marcherait plus, enfin qu'on perdrait une forme de sincérité, de... Voilà. Et ça, c'est assez surprenant de mettre d'un côté les affiches dans le métro et les têtes de gondole dans toutes les librairies et les points de vente de France, et d'un autre côté, quelque chose qui se construit de façon complètement artisanale et finalement très intime, puisque quand j'écris un livre, voilà, j'ai pas de calcul particulier, j'ai des intuitions, j'ai des choses où je dis tiens, ça pourrait plaire, ça pourrait séduire, ça pourrait faire rire, ça pourrait intriguer, tiens, telle idée, elle est peut-être bonne. Mais à partir de là, c'est une énorme liberté. D'autant plus que je crois que, en particulier pour mes livres, ce que les gens attendent, c'est d'être surpris. Donc il faut surtout que j'essaie de trouver des idées surprenantes et donc forcément qui moi-même me disent tiens, est-ce que quelque part ça va fonctionner, est-ce que les gens vont adhérer ou pas. Donc voilà, donc ça c'est un premier point, c'est voilà, peut-être qu'il y a des... Alors c'est peut-être quelque chose, mais encore je n'ai pas les réponses, hein, qui est très différent en France, dans quelques pays peut-être européens, des États-Unis. C'est vrai que quand je vois la fabrication d'un certain nombre de best-sellers aux États-Unis, on a quand même l'impression qu'il s'agit de choses fabriquées avec des équipes, pas toutes, mais en tout cas pour un certain nombre de choses qui correspondent quand même à des enjeux extrêmement fabriqués, organisés. Alors qu'en France, on parlait de Marc Lévy ou de Guillaume Musso, en tout cas moi je connais un petit peu Guillaume Musso. J'ai l'impression qu'il travaille exactement comme moi, chez lui, dans son appartement, avec son gamin, et que personne lui dicte ce qu'il doit écrire et comment. Et s'il y a une dimension commerciale, cette dimension commerciale, c'est que Musso qui l'apporte entièrement lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de dire je vais faire une comédie fantastique ou je vais faire un thriller. Et c'est uniquement lui et personne d'autre. Donc, voilà, donc je pense, et si on prenait d'autres, je ne sais pas, aujourd'hui Aurélie Valognes, Françoise Bourdin, Catherine Pancol et autres, je suis assez persuadé qu'ils fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gens qui ont envie d'écrire, qui sont des amoureux des livres, et dont le fait de vendre beaucoup de livres leur donne avant tout une liberté, une certaine responsabilité vis-à-vis du public, bien entendu, mais c'est une espèce de dosage entre la responsabilité de ne pas décevoir les gens qui aiment les livres et une vraie liberté d'écrire ce qu'on a envie. Après, évidemment, les limites de ce qu'on sait écrire, hein, mais voilà. Donc ça, c'est un premier point. Alors après, ça serait à discuter à quel point il y a vraiment une dimension, entre guillemets, qui est artisanale ou amateur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me surprend toujours, parce que une fois que j'ai fait mon petit travail d'amateur dans mon coin et que je remets mon manuscrit avec la même frousse que quand j'ai écrit mon premier et que j'en avais pas vendu un seul, il y a une énorme machine qui se met en route, c'est-à-dire un éditeur qui va tirer ça à 200 000, 300 000, des présentoirs, on disait des affiches dans le métro, enfin c'est toute une machine qui se met en route extrêmement importante, voilà, en comparaison à moi, mon travail au quotidien. Donc ça c'est assez étrange, et donc ça serait intéressant de savoir si les auteurs de best-sellers, les Jules Verne, etc., avaient soit ce côté complètement intuitif et amateur, soit au contraire quelque chose de très organisé avec des équipes et des choses qui ne laissaient rien au hasard. En tout cas en France, j'ai l'impression que aujourd'hui les lecteurs attendent beaucoup plus quelque chose qui relève de la relation avec un auteur, beaucoup plus que quelque chose qui soit extrêmement formaté. Alors c'est difficile parce qu'évidemment chaque auteur a son propre formatage. Enfin, voilà, en tout cas, on a souvent... Enfin, je pense que les lecteurs recherchent, c'est une forme de sincérité de l'auteur. Et je pense que la grande majorité des auteurs
sont des auteurs sincères dans ce qu'ils écrivent. Voilà. Après, évidemment, on est toujours l'auteur commercial de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que forcément, j'ai bien conscience qu'il y a énormément de gens en France qui disent Bussy, c'est commercial, c'est pas, je ne peux pas lire un Bussy, ça ne sert à rien, c'est mal écrit, j'aime pas cette histoire, etc. Et vont adorer un autre auteur qui vend beaucoup, et inversement, des gens me défendront, en disant non, moi je déteste Marc Lewis, c'est vraiment. Par contre, Bussy, ça j'aime bien. On est toujours commercial de quelqu'un d'autre, forcément, parce qu'on ne touche pas des gens et on a tous. Donc en fait, c'est comme quand on regarde des comédies ou des films américains, il y en a qu'on va adorer parce qu'ils sont bien faits, et voilà, et puis d'autres ne sont pas touchés par eux. Donc c'est, voilà, voilà. Moi je ne rentre pas dans le jeu de se dire est-ce que ce que j'écris est mieux que quelqu'un d'autre ou moins bien, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est d'arriver à... Après, je vais quand même poser la question. Deuxième réflexion que je me fais peut-être, c'est est-ce que les best-sellers sont moins bons que les livres qui se vendent moins, ou est-ce qu'ils sont meilleurs que les livres qui se vendent moins? Et là aussi, j'ai évidemment pas de réponse. Moi aussi, je suis lecteur, et c'est évident que parfois je tombe sur des livres qui me touchent absolument, et je me dis, mais pourquoi ces livres-là sont-ils absolument inconnus? On regarde les ventes, on se dit que... Voilà. Alors c'est des livres extraordinaires, et évidemment, je suis comme tout le monde, je lis aussi des choses qui se vendent énormément, et qui me tombent des mains en me disant, mais comment les gens peuvent-ils aimer ça? Et à l'inverse, évidemment, il y a des tas de succès phénoménaux, je pense, plein que j'adore, et je comprends tout de suite, c'est pas la tresse, je pas les premiers à lire, mais je vais donner des prix sur le truc. Quand j'ai lu Spielberg, je dis ça, c'est un best-seller en puissance, et ça n'a pas manqué. Donc il y a toujours ce jeu. Et alors, il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est que, quand je lis, notamment aujourd'hui, je prends un exemple, il y a beaucoup de best-sellers qui sont du domaine du feel-good. Les Rémi Vologne, les Gilles de Gardinier et quelques autres, Agnès Martin-Lugan par exemple. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas ma littérature, non en particulier, parce que c'est généralement une littérature très réaliste, vraiment qui parle de la vie des gens, mais de façon extrêmement réaliste et psychologique. Et moi, je suis plus un écrivain de l'imaginaire, et donc voilà. Mais quand j'ai lu Agnès Martin-Lugan ou d'autres, j'ai essayé à chaque fois de me dire, mais pourquoi ça marche? Et je suis persuadé qu'à la fois, si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose qui marche, et que moi, je suis incapable de voir, parce que c'est pas mon univers. Mais voilà, pour l'exemple d'Agnès Martin-Lugan, autour de moi, j'ai une tapouille, Calista, et je trouve ça absolument extraordinaire, etc. Et voilà, et moi, quand je le disais, c'était pas quelque chose pour moi, mais je devais reconnaître que ça marchait tout pour Agnès le dit, et à chaque fois que je fais dire ça à quelqu'un, c'est les larmes absolues, et ça marche à tous les coups. Donc moi, ça ne marche pas sur moi, mais ça marche sur plein de gens. Donc, bon. Donc voilà, donc un deuxième mystère, c'est cette question de comment dire, de ne pas faire de hiérarchie dans les comment dire, dans les ventes et dans l'éventuelle qualité d'un roman, mais d'arriver à se dire qu'est-ce qui fait, parce que je suis un universitaire, je suis un structuraliste, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si un bouquin se vend à un moment donné à 1 million d'exemplaires, c'est pas la question qu'il soit bon ou pas bon, c'est la question qu'à un moment donné, il a quelque chose d'exceptionnel, ce bouquin, qui fait que les gens y retrouvent quelque chose. Je ne crois pas du tout au hasard, je ne crois pas du tout au fait que, comme ça, par un simple jeu de malentendus, un livre puisse arriver. Donc je pense qu'il y a quelque chose toujours, et ce qui est assez étonnant, c'est comment on peut arriver à trouver ce que ce bouquin a d'exceptionnel. D'autant plus que quand on a des effets de mode, comme le feel-good aujourd'hui, comme le thriller, il y a énormément de manuscrits. Enfin, pour connaître les éditeurs, sur le feel-good, aujourd'hui, ils reçoivent des dizaines, des centaines de manuscrits du même type. Et alors pourquoi quelques auteurs arrivent justement, et c'est encore plus difficile, à se distinguer quand on a une telle masse de mode, ça c'est intéressant. Voilà donc un petit peu les deux réflexions que je voulais donner. Après, comment vit-on le best-seller? Après, je pense que c'est très différent selon les gens. Simplement pour conclure, peut-être pour dire que c'est assez étonnant. Quand je venais en voiture, là, je me faisais la réflexion de quand ça avait commencé à sentir la question du best-seller. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Moi, je me rappelle quand je commençais, j'étais invité par exemple
à Saint-Lô. La seule façon, quand on est un auteur qui a un bouquin, de savoir si on en vend un peu ou pas, parce qu'on n'a pas de chiffre de vente, hein, on est complètement en dehors des radars quand on est un petit auteur, c'est Amazon. Parce que Amazon, quand vous allez sur Amazon, vous tapez votre bouquin sur Amazon, vous avez le classement des ventes. Donc quand vous êtes un petit auteur, comme moi je commençais dans la crème, vous regardez, ah, je suis 126 millième livre vendu. Ah, vous tapez le lendemain, ah, je suis 125 millième. Ah, c'est donc j'ai dû peut-être en vendre un ou deux qui m'ont fait passer. Donc, et vous êtes là dans une espèce de, voilà, de nébuleuse, de limbe de l'édition. Et puis quand on commence à vendre un petit peu, bah, j'ai dû monter 10 millièmes, ou voilà, donc ah, je suis 10 millième, c'est... Et voilà, et je me rappelle une fois, il y avait dû avoir une pointe, peut-être au début sur l'Enfer Noir, j'étais passé sous les 1000, j'ai dû être 500e. Là, je dis, et là, ça m'a fait un peu me dire, mon livre est dans les 500 livres les plus vendus en France, quoi. Et je m'étais dit, c'est un truc assez incroyable, quoi. Et donc c'est vrai que, quand je me rappelle de cette période-là, c'est que, voilà, quand vous tapez un livre, il y a tellement de livres que c'est assez fou. Et se dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes dans le premier, deuxième, troisième vendeur, il y a quelque chose d'assez surréaliste auquel il faut, entre guillemets, surtout pas penser. Et c'est vrai que ça peut paraître une posture, mais très clairement, je n'y pense pas. Enfin, il y a quelque chose qui est d'une forme de dédoublement de la personnalité. Et à la limite, plus vous vendez, peut-être plus c'est simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça devient des chiffres tellement énormes, que finalement ça devient virtuel. Enfin, quand vous êtes à peu près, parce que je suis à 1 million de livres par an, calculé, ça doit faire 20 000 livres, ou entre 15 et 20 000 livres par semaine, quoi. Donc on est à 3 000 livres vendus par jour. Forcément, vous ne pensez pas que tous les jours, il y a 3 000 personnes qui rentrent dans une librairie, qui repartent avec un livre, ou qu'à chaque moment, il y a beaucoup de sens. C'est pas quelque chose auquel, enfin, moi je pense, et qu'on peut penser. Donc du coup, ça devient assez virtuel, ce qui, je reviens à ça, du coup permet d'écrire ces livres à peu près comme on veut, en se disant que le reste est l'affaire de professionnels, de libraires, d'éditeurs, et que il ne faut surtout pas qu'on ait compte. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire. Après, je vais répondre à des questions parce que c'est un peu, comment dire, voilà, enfin, il y a énormément de choses à dire, notamment sur le métier d'édition. Enfin là, j'ai plus parlé de mon expérience personnelle, mais après, il y a tout ce qui est la fabrication de best-sellers, le métier de l'édition, comment mon éditeur a réagi, accompagne, travaillé. Vous pouvez nous en parler un peu, parce que vous êtes passé d'un petit éditeur des Falaises aux Presses de la Cité. Donc, comment vous avez vécu ces changements et est-ce que dans le professionnalisme des uns ou des autres, vous avez senti des différences, des éléments qui pour vous ont expliqué un peu ce changement d'importance? Alors, le passage pendant l'éditeur régional à un éditeur parisien est à la fois fabuleux, mais ne dit rien, à mon avis, des best-sellers dans un premier temps. C'est-à-dire quand je suis passé effectivement de mon éditeur des Falaises à les Presses de la Cité, j'arrive place d'Italie, superbe bureau, superbe vue, panoramique, on m'invite à un beau restaurant à la Butocaille, voilà, il y a l'éditeur, il y a l'attaché de presse, etc. Enfin là, on se dit, waouh, là c'est la classe, même si j'en vends 10, au moins, voilà, je suis un écrivain qui monte à la capitale et l'éditeur, et alors les éditeurs sont évidemment hyper respectueux des auteurs, et même l'auteur qui vend très peu, il a au moins ce mérite-là, enfin, il a au moins cet avantage-là, qu'on le traite bien, qu'il est l'écrivain, et voilà, on lui fait boire du bon vin, etc. Donc il y a quand même un côté extrêmement valorisant, on se dit, bon voilà, je ne sais pas combien je vais en vendre. Voilà. Après, je suis persuadé, notamment parce que j'ai publié Nymphéa Noire, qu'au début Nymphéa Noire a eu un succès d'estime, a eu certains prix, mais on n'en a pas vendu beaucoup, enfin on a vendu quelques milliers. Donc finalement, j'étais de ces auteurs qui vendaient bien sans plus, et voilà, ça s'arrêtait là. Donc, et je suis persuadé que l'immense majorité des écrivains qui sont dans des maisons d'édition nationales ne sont bien entendu pas des auteurs de best-sellers, sont plutôt des gens qui vont quémander un petit avaloir et auxquels on d'abord les traite avec respect, mais auxquels on fait comprendre qu'il n'y a pas tant d'argent que ça et que voilà, les temps sont durs, etc., etc. Donc, je pense qu'on est, nous, la plus grande majorité des auteurs sont très loin de cette, dans le quotidien, de la gestion du best-seller. Après, moi, le best-seller, c'est venu vraiment par Pocket. Enfin bon, il y a eu un prix Maison de la Presse qui a déclenché les choses, donc après, on a retiré à 30, 40 000, donc là je me suis dit, tiens, ça commence à être des chiffres assez phénoménaux. Et puis alors moi, c'est Pocket qui est mon éditeur, qui est aussi d'ailleurs l'éditeur de beaucoup de best-sellers aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a surpris chez Pocket, c'est vraiment que c'est une équipe très jeune, très motivée, et surtout là encore, c'est une équipe qui a vraiment un amour incroyable des livres.
C'est-à-dire que je les ai vus sur voilà, quasiment des gens de Pocket pleurer en présentant des livres, se lamenter d'un livre auquel ils croyaient qu'il ne se vendait pas alors qu'ils avaient mis... Bon, il y a vraiment cette idée qu'ils parient en permanence sur des livres et que finalement, évidemment, ils accompagnent le succès, donc de mes livres ou d'autres, mais que ce qui vraiment les fait frissonner, c'est d'essayer de monter de nouveaux auteurs, de partir de rien et de construire des succès. Et voilà, ça les amuse plus et ça les passionne plus que voilà, de revendre à quelques centaines de milliers mon nouveau livre ou ceux de quelqu'un qui est déjà un peu installé. Voilà, donc moi j'ai ressenti quand même cette vraie envie d'être au début d'une aventure quoi, et de continuer. Et puis bon, moi les Presses de la Cité, c'est quand même un petit éditeur. C'est quand même un éditeur qui publie essentiellement du terroir, et beaucoup d'étrangers aussi, donc il n'y avait pas d'auteur de best-seller depuis des années, et l'aventure on l'a vécue ensemble, c'est-à-dire que forcément, aujourd'hui je pense que je représente une grande partie de leur chiffre d'affaires, et que je pense que je vends plus que tous leurs autres auteurs réunis, donc il y a un truc un peu particulier, mais on a grandi ensemble, donc c'est vrai que c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Forcément, on a connu les galères au début, les galères, on a gravi les marches, donc c'est quelque chose qui reste finalement assez familial. Et ce que j'ai découvert aussi du milieu d'édition, c'est qu'en fait, je pense que la grande majorité des boîtes d'édition, et même peut-être d'ailleurs des boîtes d'édition régionales, sont capables d'accompagner un best-seller. On l'a vu, Anna Gabaldai chez La Dilettante, Supergast, à l'époque c'est Viviane Ami, ou récemment Bouche Angles, je sais perdu le nom de l'éditeur. Enfin voilà, il y a comme ça, ou de Fallois avec Joël Dicker. Quand il y a un succès étonnant, le plus étonnant c'était le premier jour du reste de ma vie, là, avec Raphaël Giordano et Erol, qui était quand même une boîte d'édition qui faisait du bouquin de développement personnel et de guide de management. Donc, vraiment, mais à l'opposé, si on avait dit allez, quelle maison d'édition publiera le prochain best-seller à plus d'1 million d'exemplaires, personne n'aurait dit Erol. C'est comme si on avait dit, je sais pas. Alors, c'était vraiment. Et pourtant, non seulement il y a eu un succès, mais ils ont été parfaitement capables de l'accompagner, de le relayer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que pratiquement toutes les maisons d'édition, si elles ont la chance qu'à un moment donné, il y a un bouquin sur lequel il y a un emballement comme ça, sont capables d'accompagner, sont capables de mettre de la publicité dans les journaux, de faire de l'affichage, etc. Donc ça, c'est un peu rassurant parce que ça veut dire que... moi, j'en tire l'analyse qu'il y a une grande part d'aléatoire, en tout cas que c'est très difficile de le construire. Et c'est très difficile pour des grandes maisons d'édition de construire à coup sûr un best-seller. La preuve, en tout cas les 10 dernières années semblent montrer que les grands best-sellers ne sont pas sortis de là où on pouvait les attendre en tout cas. Et ça c'est effectivement assez rassurant. Puis évidemment il y a le phénomène internet aujourd'hui qui renforce encore ça. Alors est-ce que ça signifie que c'est plus par le talent qu'on y arrive ou est-ce que c'est plus le hasard? Ça je sais pas. Mais en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose. Des moyens publicitaires ou promotionnels ou disons d'autres moyens pour pousser un maximum la carrière? Alors, moi, là, ce que je pense, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, c'est jamais en France, il faudrait me contredire si vous avez étudié ça de façon beaucoup plus empirique que moi, mais c'est jamais la publicité qui marque le succès d'un livre. Alors, évidemment, quand c'est le énième livre de Marc Lévy, etc., évidemment, il y a un effet mécanique, mais si on parle d'un best-seller qui part de rien, d'un auteur qui n'est pas connu, pour moi, je ne vois pas de grandes manœuvres publicitaires pour dire là, on tient un best-seller, un truc, c'est une pépite, on va tout balancer, la publicité, la télé, les radios, et on va en vendre 1 million. Ça, je pense que ça ne marche pas. J'ai vu mon éditeur se planter beaucoup de fois. Là, ils avaient un truc américain qui devait marcher, qui va être tourné par Hollywood, qui devait être la nouvelle fille du train. Ils en ont vendu bien au-delà de ça que ce qu'ils vendaient. Donc c'est très difficile d'imposer au lecteur. Voilà. Donc ça, je pense. Après, ce qui est évident, c'est qu'une fois qu'il y a un phénomène qui est enclenché, une fois qu'on est sur une espèce d'emballement, de boule de neige qui fait que il y a un bouche-à-oreille qui s'installe, il y a les libraires qui le recommandent, il y a les journalistes qui commencent à s'y intéresser. Là, c'est évident que c'est l'éditeur d'être réactif, de dire là, je mise, parce qu'a priori, je vais pouvoir amplifier le phénomène ou le prolonger. Ça, je pense. Mais le phénomène, je ne pense pas que le phénomène soit provocable par la publicité, d'autant plus qu'il y a énormément de publicité, il y a énormément d'affiches, énormément de concurrence, il y a énormément de médias,
et que tout le monde, tous les éditeurs cherchent à faire exactement tous la même chose. Donc je ne vois pas comment on peut arriver à faire plus. Voilà. Donc voilà. Par contre, oui, il y a un accompagnement évident, mais là, je pense qu'on est dans le phénomène... comment? Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont lire quelques livres par an, et du coup, forcément, vont aller chercher plutôt celui dont on a parlé, celui dont leur collègue a parlé, qu'il a lu. Donc après, il y a l'effet comme ça de bouche-oreille. Mais ce qui est assez magique, c'est quand même que cet effet de bouche-oreille ne fonctionne que si le produit, je parle du livre, hein, est un peu infaillible. C'est un peu ce que je disais sur Agnès Le Dig, c'est-à-dire s'il marche à tous les coups sur le public visé. Pourquoi Gilles de Gardinet sur Demain j'arrête ça a marché? Parce qu'à un moment donné, chaque personne qui recommandait Demain j'arrête à quelqu'un d'autre était à peu près sûr que la personne allait passer un bon moment et allait le recommander, etc. Et s'il y a un doute sur, entre guillemets, le produit, alors après, voilà, si c'est drôle, on commande à quelqu'un qui a envie de dire quelque chose de drôle, si c'est un bon policier, on va recommander à quelqu'un qui aime bien la littérature policière. Mais il faut voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Et quand même, au départ, quand même une part, je pense, d'originalité. Enfin, une part de, peut-être pas d'originalité, en tout cas de différence. Quelqu'un qui dit, tiens, lis ça, c'est nouveau, c'est différent, voilà. Je pense que s'il n'y a pas ça non plus, c'est très difficile d'émerger compte tenu de l'énorme quantité de livres qui sortent, quoi. Est-ce que votre éditeur intervient en cours d'écriture? Est-ce que vous lui envoyez des choses? Est-ce qu'il est là pour, je sais pas, vous suggérer des ingrédients qui fonctionnent? Ou c'est vraiment au bout de l'écriture qui découvre? Non, rien du tout. Hein. Moi, mon éditeur ne sait rien. Il ne sait même pas de quoi parlera le prochain livre que pourtant j'ai terminé et que je commence à faire relire cet été à des amis et que mon agent n'a pas encore lu non plus. Donc voilà, donc on est dans le... J'ai rien signé avec lui. Enfin, donc il est dans l'inconnu complet. Et pourtant, on est à peut-être 8 mois, 9 mois de la sortie de ce livre. Donc du coup... mais je pense que il y a un côté potion magique que l'éditeur n'a pas envie, auquel il n'a pas envie de toucher. C'est-à-dire qu'il se dit, si je commence à imposer des choses, si je commence à dire, tiens, ça serait bien de parler de telle chose, il se dit qu'il risque de... Et donc il y a une forme de confiance, c'est ce qui fait, je pense, d'ailleurs du côté écrivain, quelque chose d'assez particulier, parce que là, pour avoir des adaptations et autres, je vois bien que là, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis, alors qu'au final, quand on est un écrivain, on est... un peu mégalo, on est le roi du pétrole, enfin on est le seul à décider, et alors bien sûr quand un éditeur relit après mon manuscrit, il me fait des suggestions de coupes, de remarques, mais d'une part c'est toujours moi qui décide à la fin, et d'autre part c'est vraiment que des remarques, presque a posteriori, quoi. C'est jamais en amont, alors peut-être que d'autres auteurs fonctionnent différemment, mais je ne suis pas persuadé. Je pense que la plupart du temps, au contraire, je pense que l'éditeur essaye, surtout quand ça marche. Je pense que c'est plus difficile quand on est un écrivain qui ne marche pas, parce que du coup, on va peut-être essayer de faire autre chose. Mais tant que ça marche, je pense que l'éditeur a surtout un peu peur. Après, on est en France aussi. Et en France, il y a toujours, quand on tient un auteur qui vend beaucoup, comme il y a toujours cette petite... à la fois, c'est formidable pour un éditeur parce qu'évidemment, il fait rentrer de l'argent dans les tiroirs, mais d'un autre côté, il y a toujours ce côté, c'est un lectorat populaire, c'est pas avec Michel Bussy ou Marc Lévy qu'on va récupérer le prix Goncourt, etc. Donc, il y a toujours aussi ce double côté. Et donc, moi, j'ai vu, par exemple, l'année dernière, quand je suis arrivé et qu'on l'a trouvé plutôt joli, qui était un livre qui parlait des migrants, à Port-de-Bouc, donc c'était évidemment pas le thème le plus sexy du monde. En plus, c'est un livre où, entre les lignes, on peut lire quand même un certain engagement, donc compte tenu des sondages que à peu près 2/3 des Français qui sont plutôt pas vraiment pour l'accueil des migrants, on peut se dire que quand on sort sur un livre sur les migrants, on risque de se couper d'une partie du lectorat, en tout cas qui on va susciter moins d'enthousiasme. Et mon éditeur, à aucun moment donné, m'a dit oh là là, Michel, les migrants, t'es sûr pas... Non, au contraire, ils étaient plutôt dire ok, on y va, super. À la limite, c'est pas grave si on en vend un peu moins, ce qui n'a pas été le cas, mais au contraire, on va essayer de monter, on va le vendre différemment, on va jouer autrement, mais ils étaient plutôt très contents d'avoir un sujet. Enfin, puis, vous avez oublié quand même que les éditeurs, c'est quand même des petites équipes, et qui sont tous amoureux des livres au départ. Et généralement, ce qu'ils lisent, c'est pas forcément des best-sellers. Et on est attaché de presse, etc.
sont des gens qui lisent souvent de la littérature très pointue, et bon, qui, j'espère, aiment aussi ce que je fais, mais quelque part, c'est des jeux d'amour des livres, hein, et donc forcément, ils vont s'adapter aux livres, et bon, ils sont très contents de publier des choses qui peuvent toucher un très très grand public, mais ils sont aussi très contents de publier des choses plus difficiles, des auteurs étrangers délicats. Moi je vois aussi chez mes éditeurs étrangers, c'est la même chose, souvent ils sont très contents d'avoir un auteur étranger. C'est pas que les ventes qui les intéressent, c'est aussi une espèce de qualité. D'ailleurs, mon éditeur tient à avoir des auteurs étrangers avec prestigieux, même s'ils perdent de l'argent avec eux, parce que c'est aussi une question de prestige. Donc on est toujours dans cet entre-deux en France, et d'ailleurs le prestige fait aussi que vous pouvez avoir des auteurs populaires, mais aussi avoir des journalistes qui ne vous tournent pas complètement le dos, parce que vous êtes pas seulement un éditeur commercial parce que c'est ça aussi dans ce monde de l'édition, c'est qu'on est toujours sur un double jeu de vouloir évidemment essayer de proposer des best-sellers, mais dès que vous avez des best-sellers, forcément une partie de la critique va aller se tourner, ne va pas suivre les best-sellers forcément, puisque tout le monde en parle, donc le critique littéraire, lui, son rôle c'est d'être découvreur, donc il va ne plus en parler et aller voir d'autres choses. Donc c'est toujours ce jeu d'être des éditeurs, de naviguer là-dessus. En 2015, il y a eu un film très bien terminé qui s'appelait Un homme idéal. Quelqu'un qui avait trouvé un manuscrit et qui ne l'avait pas écrit. C'est pas le cas, vous l'avez écrit, je crois. Mais par contre, c'était bien écrit le symbole de la page blanche, forcément, parce que c'était pas vraiment l'écrivain. Est-ce que vous avez déjà lu ce symbole de la page blanche? C'est angoissant, c'est pas angoissant? Et combien de temps vous mettez finalement pour écrire en tout cas de la première à la dernière ligne en moyenne? Alors, oui, c'est à peu près 1 an pour écrire un livre, mais c'est difficile de répondre aussi nettement parce que, en fait, il y a des idées que j'ai eues il y a 25 ans, et puis j'ai pas mal d'idées de romans qui traînent comme ça depuis 5-6 ans. Et d'ailleurs, souvent, et donc, je veux dire, 1 an à partir du moment où je me dis, c'est celui-ci que je vais écrire, on va dire à peu près 1 an, quoi. Mais c'est rare que je prenne un livre sans avoir une idée, sans avoir déjà 10 pages de notes, et donc souvent c'est quelque chose que j'anticipe assez largement, sûrement parce que j'ai eu la chance d'être édité assez tard, donc du coup j'ai un certain nombre d'idées ou d'envies tout simplement que j'ai eu avant, donc parfois c'est juste un pitch que j'ai, et puis voilà, sur un temps de pause, je me dis tiens, quel pourrait être le livre, ah tiens celui-ci ça pourrait être donc en fait c'est quelque chose qui s'étale quand même plus sur un long temps que simplement, mais après oui on va dire 1 an gros d'écriture, sachant que l'année c'est pas juste une année d'écriture en forme monacale, c'est beaucoup de temps de relecture, c'est des temps de documentation, c'est voilà, donc c'est pas forcément 1 an enfermé à ne faire que pondre de la page. Après, alors sur le livre, c'était comme Un homme formidable, c'est ça, non? Un homme idéal, voilà. Alors oui, j'ai vu le film aussi. Alors ce qui est amusant dans ce film-là, c'est dans beaucoup de films qui parlent des écrivains, c'est toujours le fantasme de l'écrivain et le fantasme de l'écrivain à succès. Généralement, quand il y a un écrivain, il y a toujours ce côté de l'écrivain à succès qui va finir par avoir un prix ou à en vendre des milliers. Ça, c'est vrai que c'est assez amusant, parce que, mais comme dans tous les métiers, je pense, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Enfin, c'est... parce que très souvent, par exemple, quand on a comme ça des personnages comme celui de Pierre Nimet, il y a cette espèce d'ambition de se dire c'est écrivain ou rien, c'est ma vie, il y a une espèce d'ambition même qui dépasse même le fait d'écrire le roman, qui est simplement de... Et je pense que la plupart du temps, ça ne se passe absolument pas comme ça. Enfin, dans mon cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait avant tout l'envie d'écrire et de partager, et le succès tombe par hasard. Et alors le succès, enfin, c'est pas qu'il change rien, mais évidemment c'est formidable, mais d'un autre côté, ça... On va dire autrement, quand on écrit un livre, que le livre il marche, qu'on en vend beaucoup, l'envie qu'on a, c'est pas de partir en vacances avec les droits d'auteur et de se dire c'est formidable, c'est de se dire wow, ça a marché, vite, il faut que j'en écrive un second. Et puis s'il marche encore mieux, vite, il faut que j'en écrive un troisième. Donc c'est une espèce de, comment dire, d'enchaînement comme ça qui, je pense, n'a pas grand-chose à voir avec l'image de l'écrivain qui va participer au dîner mondain et qui va, comme ça, avoir une espèce de personnalité reconnue, avec une cour autour de lui. Ça, c'est un peu le fantasme. Alors peut-être que ça existe dans certains milieux parisiens,
Mais d'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe dans les auteurs de best-sellers parisiens. Je pense que ça existe dans un certain nombre de people qui font de l'écriture, de la télé, etc. Mais je pense que si on prend les auteurs qui sont, ce qu'on parle, c'est-à-dire vraiment les auteurs de best-sellers, je pense que pour la plupart, ce sont des gens pour lesquels le succès est venu tomber sur eux par hasard. Ils s'y attendaient absolument pas. Il n'y avait pas du tout de plan en se disant je dois en vendre autant. C'est venu par hasard, c'est géré, comme je disais, de façon très amateur, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que je fais avec ça? Et la seule façon de le gérer, c'est de dire je change le moins possible, et par contre, cette chance inouïe, je dois écrire. Je ne peux pas passer à côté de cette chance-là, donc je dois continuer d'écrire. Si ça, un jour ça s'arrête, j'aurais vécu ça, mais je pense que c'est quand même ça avant tout, c'est une espèce de rêve permanent, se disant, bah tiens, donc voilà, donc je pense que c'est très loin du fantasme du... Non, moi non, comme je dis, je signe rien à l'avance. Alors bon, j'étais prof avant, donc j'avais un métier qui me permettait de vivre, et puis quand j'ai arrêté d'être prof, pour être en disponibilité, j'avais suffisamment vendu de livres pour être certain que voilà, que je ne serais pas à la rue. Donc donc moi je n'ai pas signé à l'avance. Après, il y a des auteurs qui le font, ce qu'on appelle les avaloirs, mais en tout cas, moi non, ça n'a pas été mon cas du tout, justement, pour garder cette liberté. Alors du coup, pour finir juste sur la page blanche, moi, je invente toujours mes histoires à l'avance dans ma tête et je les connais assez précisément au moment où j'écris. Et de toute façon, quand je commence à écrire un chapitre, j'ai la scène dans ma tête avant. Donc du coup, c'est pas la page blanche en disant qu'est-ce qui va se passer ensuite, c'est comment je vais être capable de traduire en mots cette scène que j'ai dans la tête. Et évidemment, avec la scène, il y a une émotion, il y a une action, il y a une psychologie, etc. Et s'il y a page blanche, c'est ça, c'est-à-dire se dire tiens, on écrit, puis on se trouve mauvais parce que ce qu'on écrit ne correspond pas à ce qu'on veut faire passer, quoi. Donc oui, ça m'arrive, ça va même plus souvent d'être insatisfait que d'être satisfait. Et après, bah, on se dit, on se relit, on y revient plusieurs fois, et petit à petit, ça commence à ressembler à ce qu'on voudrait aimer. Mais donc, non, c'est pas l'idée de la page blanche au sens... Les matériaux d'origine, les situations dans lesquelles vous connaissez, quelle relation avec le géographe que vous étiez? Et quand même, on voit qu'il y a une importance du lieu, il y a le choix des destinations géographiques. Donc, on est en Normandie, on va en Corse, on va à etc. Donc, il y a quand même un... Alors ça, c'est aussi... analyse géographique du site. Ça, c'est particulier aussi. Alors, je vais essayer de toujours rester par rapport au best-seller, tant qu'à mais c'est vrai que ça, c'est un truc, quand j'ai commencé à écrire,